chers collègues, nous poursuivons nos travaux de la matinée avec l'audition de M. Cyprien Boganda, oui, auquel je souhaite la bienvenue en notre nom à tous. Monsieur Boganda, vous êtes entré journaliste, je crois, vous êtes journaliste au quotidien L'Humanité depuis 2008 et depuis au moins 8 ans, vous êtes chef de la rubrique éco-sociale. En 2015, vous avez publié aux éditions La Découverte le business des faillites. Vous entendiez y dénoncer, selon les termes de votre éditeur, je cite, une véritable industrie de la faillite, dont les fonds d'investissement seraient, d'après vous, des acteurs parmi de nombreux autres. Dans la même ligne, vous avez publié en 2023 L'Empire du cash, comment les fonds d'investissement rachètent le monde. Vous y décrivez ainsi des comportements prédateurs. Vous déclarez ces fonds responsables de la faillite d'un certain nombre d'entreprises françaises avec toutes les conséquences néfastes pour l'emploi. Je ne crois pas trahir votre pensée en disant que vous portez sur ces fonds une appréciation globalement négative. Vous allez pouvoir maintenant la développer en toute clarté et en toute liberté. Je vais donc vous donner la parole pour une intervention liminaire de 15-20 minutes qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses. Bien sûr, Madame la rapporteure, Aurélie Trouvé, aura à cœur de vous interroger. Auparavant, c'est important, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, monsieur, à lever la main droite et à nous dire, je le jure. Je le jure. Merci, monsieur, je vous remercie et je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de me donner l'opportunité d'échanger avec vous sur la question des fonds d'investissement, qui est un sujet sur lequel je travaille depuis une bonne dizaine d'années maintenant. J'ai commencé à m'y intéresser au milieu des années 2010, lorsque j'écrivais à l'époque sur un combat judiciaire entamé par les salariés français de l'entreprise Lee Cooper, une entreprise de jeans, détenue par un gros fonds d'investissement américain qui s'appelle Sun Capital Partners. Et les salariés accusaient ce fonds d'avoir coulé l'entreprise. C'est un avocat qui connaissait bien l'industrie et qui m'a conseillé à ce moment-là de me pencher sur les fonds. Il m'a dit alors, je le cite de mémoire, « Les fonds d'investissement font parfois du mal aux entreprises, mais c'est un mal nécessaire. Sans eux, l'économie ne pourrait pas tourner. » Cette phrase m'a un peu servi de fil rouge dans l'enquête que j'ai entamée alors, à travers mes articles pour l'Humanité et 2 livres dont vous avez parlé. Le premier qui est sorti en 2015 et qui se focalisait plus spécifiquement sur les fonds de retournement, un secteur dont on a parlé récemment avec notamment les affaires Mutares et Greybull. Et puis l'autre sortie début 2022 qui élargissait la focale à l'ensemble des fonds d'investissement. Le but de mon travail, c'est d'essayer de comprendre par quel mécanisme les fonds grignotent des pans entiers de notre économie et quelles sont les conséquences pour les entreprises et leurs salariés. Je précise au passage que je me suis principalement intéressé à ce qu'on appelle le private equity, ou capital investissement en français, c'est-à-dire des fonds qui vont collecter de l'argent auprès de leurs clients pour l'investir dans des entreprises non cotées en bourse. Donc je vais structurer ce propos liminaire en 3 temps. D'abord raconter brièvement comment ce secteur s'est structuré en France. Ensuite, en quoi certaines méthodes utilisées, selon moi, malmènent les salariés et l'emploi. Et puis, comment certains secteurs vitaux sont désormais investis par les fonds. Donc je pense qu'il est important de rappeler que l'industrie du capital investissement, ce n'est pas une création spontanée du capitalisme, mais qu'elle a une histoire. En réalité, ça fait plus de 40 ans que ce secteur se développe en France, grâce notamment à l'appui des pouvoirs publics. Les premiers fonds d'investissement modernes sont apparus aux États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sous l'impulsion d'un Français qui s'appelle Georges Doriot, qui est un fils de mécanicien parti aux États-Unis pour faire fortune, et qui a été professeur de management à Harvard pendant plus de 30 ans, et à qui on attribue l'invention des premiers fonds de capital risque modernes, c'est-à-dire des fonds qui entrent au capital d'entreprises innovantes pour aider leur développement, quitte à rester au capital un certain temps, sans exiger forcément des dividendes à court terme. Mais c'est vraiment au milieu des années 70 et durant toutes les années 80 que ces pratiques vont s'industrialiser et surtout que le secteur va changer de nature. L'objectif n'est plus du tout de s'inscrire dans le temps long,
mais de réaliser des retours sur investissement extrêmement rapides avec des mises de départ les plus faibles possibles. C'est dans ces années-là que vont se monter la plupart des énormes fonds d'investissement américains qu'on connaît aujourd'hui, KKR en 1976, Bain Capital en 84, Blackstone en 85, Apollo en 90, etc. Et ces fonds ont deux spécificités. Ils sont pour la plupart créés par d'anciens cadres du monde de la finance, ex-banquiers d'affaires notamment. Ils sont rompus à tous les montages financiers. Et l'autre particularité, c'est qu'ils utilisent de manière intensive l'arme du LBO, leverage buyout, c'est-à-dire le rachat avec effet de levier. Je crois qu'il y a d'autres gens bien plus compétents que moi qui vous ont déjà expliqué en détail ce mécanisme. Mais en deux mots, l'idée, c'est d'acquérir une entreprise cible à travers une société holding grâce à de l'argent qu'on emprunte et de rembourser l'emprunt grâce au flux de trésorerie généré par la cible. Donc, autrement dit, ce sont les salariés rachetés qui remboursent la dette grâce aux fruits de leur travail. Et l'objectif du fonds, c'est bien sûr d'acheter l'entreprise en mettant très peu de capital sur la table et de la revendre beaucoup plus cher si possible. On considère souvent que le LBO moderne a été inventé aux États-Unis en 1955 et que des fonds comme KKR ont pu bâtir des empires en quelques années en réalisant des culbutes considérables, quitte au passage à supprimer des dizaines de milliers d'emplois quand ils estimaient que la rentabilité de l'opération l'exigeait. Et dans le même temps, ça a permis à leurs dirigeants de s'enrichir. Les deux fondateurs de KKR, par exemple, entrent au classement Forbes au milieu des années 80 et leur fortune atteint un demi-milliard de dollars fin 90. Le secteur du private equity, il fait son apparition en France dès le milieu des années 80, dans un contexte politique particulier, qui est celui du virage de la rigueur, entamé sous le premier septennat de François Mitterrand en 82-83. Il faut comprendre qu'à l'époque, les thèses keynésiennes n'ont plus le vent en poupe en France et que pour relancer une économie fragilisée par la crise, il n'est plus question d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages ou de lancer des grands programmes d'investissement public, mais plutôt d'encourager les entreprises à se tourner vers les marchés financiers. Et cette solution présente l'avantage pour ses promoteurs de ne pas générer d'inflation. Et dans ce contexte, donc, le succès du private equity aux États-Unis fait figure de modèle. Il restait à l'adapter à la législation française et le LBO est introduit dans le droit par une loi datant de juillet 1984. C'est d'ailleurs en 1984 que se crée le principal lobby du secteur en France, qui s'appelle l'Association française des investisseurs de capital, l'AFIC, qui sera plus tard renommée France Invest, dont les principales missions seront de défendre la cause du private equity auprès des pouvoirs publics, d'organiser le secteur et de populariser les fonds d'investissement dans les médias. Et à une autre date déterminante, c'est 1988, puisque le législateur décide cette année-là de créer une niche fiscale qui va considérablement faciliter l'essor des fonds en France. En gros, dorénavant, un fonds d'investissement qui rachète une entreprise en LBO pourra déduire de l'impôt sur les sociétés une partie des frais financiers engagés, notamment les intérêts de l'emprunt. Et donc, autrement dit, les contribuables subventionnent, sans le savoir, le développement des LBO en France. Ce secteur se développe de manière très rapide dès le milieu des années 90, avec notamment l'arrivée en France de fonds anglo-saxons qui considèrent notre pays comme une cible de choix. C'est le cas par exemple des Britanniques BC Partners, Cinven ou encore CVC Capital Partners, qui met la main en 1999 sur une filiale de Danone. Et le secteur a continué à connaître une croissance soutenue, puisque entre 2009 et 2024, les montants injectés par les seuls fonds français dans l'économie sont passés de 4,1 milliards d'euros par an à 26 milliards d'euros aujourd'hui. Cette progression, elle s'est accompagnée d'un lobbying extrêmement efficace mené par France Invest auprès des différents gouvernements, qui a culminé notamment en novembre 2019 lorsqu'un décret autorise les épargnants à investir directement dans le private equity via leur contrat d'assurance vie. Et d'une manière plus générale, la démocratisation de l'accès au capital investissement, c'est vraiment l'un des chevaux de bataille de France Invest. Aujourd'hui, il y a quand même une certaine aversion au risque chez les Français qui hésitent beaucoup à investir sur les marchés, sûrement en raison du souvenir encore vivace des dernières crises financières. Et France Invest travaille vraiment activement à essayer de lever ces barrières. Voilà. Pour entrer dans le détail du fonctionnement des fonds et des effets qu'ils peuvent produire parfois sur l'économie française, je pense qu'il est utile de raconter quelques cas concrets, en rappelant tout d'abord que l'obsession d'un fonds d'investissement, quand il entre au capital d'une cible, c'est d'acheter à bas prix pour revendre le plus cher possible, en général après 5 à 7 ans seulement. Et durant ce laps de temps, le fonds va chercher à accroître la rentabilité, ce qui peut se traduire par des décisions parfois brutales. Il peut être amené à céder une filiale pour se recentrer sur son cœur de métier, réorganiser le travail pour accroître la productivité des salariés, voire supprimer des emplois. Et dans le livre, je cite un grand patron aujourd'hui décédé,
qui s'appelle Noël Goutard, qui a été associé du fonds LBO France dans les années 2000, qui est quand même une des grandes figures du private equity en France, et qui parlait d'un management par la tyrannie du cash. Donc d'une certaine façon, les fonds sont bien des agents de la financiarisation de l'économie, dans la mesure où leur stratégie est tout entière dictée par cette tyrannie. Au passage, je précise que les gérants de fonds ont tout intérêt à ce que la rentabilité de l'entreprise augmente, parce qu'en fait, leur rémunération est directement indexée dessus. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais le gros de leur rémunération, c'est ce qu'on appelle le carried interest, qui est un terme un peu difficile à traduire en français. En gros, c'est un pourcentage de 20% en général de la plus-value réalisée par le fonds au moment de la revente de l'entreprise, à condition que le placement ait dégagé au préalable suffisamment de rentabilité. Et en France, l'un des cas d'école les plus emblématiques des dégâts que peuvent produire certains fonds d'investissement, c'est celui de Vivart, un très beau groupe de textiles qui détenait à l'époque de nombreuses marques, La Halle, André, Koukaï ou Naf-Naf. C'est une histoire très longue, mais bon, pour en rester aux grandes lignes, on peut retenir que tout commence en 2000, lorsqu'une bataille oppose le dirigeant de l'époque, Jean-Louis Descours, à un duo d'actionnaires minoritaires, les financiers Nathaniel Rothschild et Guy Waser-Pratt. Et ces derniers voulaient la tête du dirigeant pour réorienter la stratégie de l'entreprise, qu'ils estimaient insuffisamment tournée vers la rentabilité. Les actionnaires ont réussi à prendre le pouvoir au sein du conseil d'administration et à débarquer l'ancien dirigeant pour placer à la tête de l'entreprise un homme à eux, qui s'appelle Georges Plassat. Il s'agit d'un PDG qui s'était taillé à l'époque une réputation d'homme à poigne. On lui prête notamment cette phrase, rapportée à l'époque par Reuters, « Moi, je travaille à la Kalachnikov ». En quelques années, une centaine de magasins sont fermés et les coûts sont réduits. En 2004, le fonds français PAI Partners entre au capital de Vivart et réalise une très belle opération, puisque 3 ans plus tard, il revend la boîte à un autre fonds d'investissement, le britannique Charterhouse, pour une somme de 3,5 milliards d'euros, soit 5 fois la mise de départ. C'est un peu le début de la descente aux enfers de Vivart, parce que en fait, le rachat par Charterhouse s'est fait par LBO, et donc l'endettement va devenir incontrôlable, d'autant que les propriétaires de l'entreprise échouent à faire face à la crise économique née en 2008 aux États-Unis. Et l'endettement atteint finalement 2,8 milliards d'euros en 2014 et oblige à conduire une énorme restructuration de dette. C'est à ce moment-là que la boîte tombe dans les filets d'une catégorie très particulière de fonds. Dans le monde de la finance, on les appelle fonds distressed, mais les syndicalistes préfèrent parler plus trivialement de fonds vautours. En gros, leur mode opératoire, c'est de prendre le pouvoir par la dette, c'est-à-dire qu'ils vont racheter à bas prix de la dette d'une entreprise endettée auprès de ses banques en général. Et puis ensuite, ils vont pousser à une restructuration financière, c'est-à-dire qu'ils proposent d'abandonner une partie de leurs créances contre des actions de la société. Et ensuite, ils vont chercher à revendre leur participation pour réaliser une plus-value. Dans le cadre du Vivart, il s'agit de fonds comme Oaktree, Alcentra, Babson, Golden Tree, etc. Et pour ne rien arranger, en fait, les fonds accordent à Vivart un prêt de 500 millions d'euros à un taux extrêmement élevé de 11% par an. Et ces frais viennent s'ajouter à une dette déjà importante. À l'arrivée, l'affaire se termine très mal puisque les dirigeants n'arrivent plus à redresser la barre et que le groupe est d'abord démantelé puis finalement placé en liquidation judiciaire en 2021. Si on veut adresser un bilan de cette opération, qui est assez emblématique, je trouve, on peut dire qu'il est accablant sur le plan social avec des milliers d'emplois détruits et que finalement, les rares acteurs qui en ont retiré le fruit, ce sont les fonds qui sont sortis à temps du LBO, notamment PAI Partners, et tous les créanciers du LBO démarrés en 2007. On estime, d'après des rapports internes, que ces créanciers auraient perçu 1 milliard d'euros d'intérêts en 7 ans. Et dans le même temps, les déductions fiscales liées au LBO auraient représenté environ 400 millions d'euros de manque à gagner pour les trésors publics. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais peut-être pour en donner un autre, en fait, pour montrer que certains fonds peuvent aussi utiliser des méthodes d'optimisation fiscale assez agressives. Un exemple le montre bien, c'est celui de l'entreprise Veralia, qui est un gros fabricant d'emballage de verre pour les boissons et les produits alimentaires, qui a été racheté en 2015 au groupe Saint-Gobain par le fonds Apollo. Pour mémoire, Apollo, c'est probablement l'un des fonds américains les plus actifs en France depuis plus de 15 ans. Il a d'ailleurs récemment annoncé son intention d'ouvrir des bureaux à Paris cette année. Et il a indiqué à cette occasion avoir investi environ 15 milliards d'euros dans différentes entreprises françaises. Il s'intéresse beaucoup à l'industrie, puisqu'il a racheté 15 milliards, c'est en tout cas les chiffres qu'il a indiqués lui, puisqu'il a racheté notamment Constellium, une entreprise d'aluminium, Ascométal, une acierie, Chem1, un fabricant de PVC, Latécoère, une entreprise d'aéronautique, etc. Et pour ce qui est de Veralia, il met la main sur l'entreprise en 2015 au moyen d'un LBO, aux côtés de la Banque publique d'investissement. Au passage, on pourrait peut-être s'étonner du rôle joué par la BPI dans cette affaire. C'est une opération qui leur a coûté assez peu cher, je parle à la BPI et à Veralia, et à Apollo, pardon,
puisque le rachat s'est élevé à plus de 2,5 milliards d'euros, mais qu'ils n'ont injecté que 226 millions d'euros en capital et que le reste de l'argent a été constitué de prêts et d'emprunts obligataires. Et en 2019, les actionnaires introduisent Verallia en bourse au moyen d'une holding détenue indirectement par Apollo et installée au Luxembourg. Montant du bénéfice réalisé cette année-là, 2,7 milliards d'euros. La loi luxembourgeoise faisant bien les choses, la holding n'a payé qu'un peu plus de 200 000 euros d'impôts sur cette somme, soit un taux d'imposition de 0,007%. Et par la suite, il y a un enquêteur financier qui s'appelle Maxime Renaï, qui s'est intéressé à d'autres transferts de fonds, notamment un transfert de plus de 500 millions d'euros effectué depuis la holding luxembourgeoise vers les îles Caïmans en janvier 2020. Le signe que peut-être les circuits financiers pourraient ne pas s'arrêter au sol Luxembourg. Et Maxime Renaï, moi je l'ai eu au téléphone et il m'a raconté qu'il avait été contacté à l'époque par un inspecteur de Bercy, quelque temps après avoir publié l'information, que visiblement cet inspecteur était intéressé par l'idée de lancer une enquête fiscale sur ce montage, mais que finalement il n'a plus jamais donné de nouvelles depuis. Je terminais ce propos liminaire en évoquant la manière dont les fonds d'investissement ont considérablement élargi leur champ d'action, puisque dorénavant, le private equity ne se contente plus de cibler l'industrie, il s'attaque aussi à des secteurs essentiels comme la santé. À l'échelle mondiale, les fonds d'investissement investissent environ 100 milliards de dollars par an dans ce secteur, aux États-Unis d'abord et puis en Europe, et ce chiffre ne fait qu'augmenter d'année en année. En France, ils sont très présents pour une raison assez simple, c'est pas forcément le marché le plus lucratif, dans la mesure où les prix des médicaments et où un certain nombre d'actes de santé sont fixés par les pouvoirs publics. Mais c'est un marché qui présente, à mon avis, au moins 3 avantages. D'abord, il est extrêmement sûr, parce que même en cas de crise, les gens continuent à se soigner. Ensuite, il est appelé à se développer dans les années à venir, avec le vieillissement de la population notamment. Et puis, il est par ailleurs solvabilisé par la collectivité, puisqu'en France, plus de 80% des dépenses de santé sont prises en charge par la sécurité sociale. Un expert qui connaît bien le private equity me disait avec un peu d'humour que pour un fonds d'investissement, acheter un groupe de santé, c'est acheter une usine avec un carnet de commandes plein et qui est garanti à 90% par l'ensemble des contribuables. Donc évidemment, ça n'existe nulle part ailleurs. Je prendrai 2 cas pour l'illustrer, j'en terminerai là. Les cliniques privées et le médicament. Le groupe Elsan, qui est le premier groupe de cliniques privées en France, est devenu un véritable repère pour tous les fonds de private equity. KKR, CVC Capital Partners, Ardian, tous ces fonds-là ont siégé ou siègent actuellement au capital. En ce moment, c'est le fonds KKR, le géant américain dont je parlais tout à l'heure, qui est l'actionnaire de référence. Et quand on interroge les salariés, ils vous disent que ils ont vu leurs conditions de travail se dégrader très rapidement sous la pression, disent-ils, de la financiarisation de leur entreprise. Une syndicaliste qui a passé 20 ans dans la même clinique me décrivait comment la direction mettait une pression de tous les instants pour faire plus avec toujours moins, et comment notamment une équipe performance passe de clinique en clinique avec un tableau Excel à la main pour indiquer aux soignants que telle activité doit être réalisée en tant de minutes et qu'il ne faut surtout pas dépasser le temps imparti. Les logiques de rentabilité poussent à augmenter les tarifs de tout ce qui n'est pas remboursé par la Sécu et dont les prix sont libres, c'est-à-dire le prix des chambres, des places de parking, des boutiques, etc. Et dans le même temps, expliquent les syndicalistes, les investissements pour entretenir ou moderniser les locaux ne suivent pas, si bien que les salariés confient leur malaise lorsqu'ils doivent facturer des chambres prestige à 200 € par nuit pour une prestation qui n'est pas à la hauteur du prix. Alors, il est évident que ce qui est décrit ici, ce sont des logiques de financiarisation de la santé dont les fonds d'investissement n'ont pas le monopole, mais on peut dire en tout cas qu'ils contribuent assez largement à leur développement. Et je voudrais enfin parler du secteur du médicament, qui a suscité quelques polémiques récemment, c'est le moins qu'on puisse dire. Les fonds étrangers s'intéressent beaucoup aux actifs des laboratoires français pour les raisons décrites précédemment. Leur rentabilité n'est pas forcément énorme, mais détenir ce type d'actifs dans son portefeuille, c'est un gage de stabilité. Il y a 2 fonds anglo-saxons qui ont mis la main récemment sur 2 pépites françaises. Le fonds britannique BC Partners, qui est en passe de racheter Biogarant, le géant des génériques, au laboratoire Servier. Et puis le fonds américain CDNR qui rachète Opella, le fabricant de Doliprane, à Sanofi. Ce dernier cas a suscité une émotion nationale il y a quelques mois en raison de l'aspect emblématique de Doliprane et puis des engagements qui avaient été pris par le président de la République de relocaliser la production de paracétamol en France après la crise sanitaire. D'ailleurs, il y a de l'argent public qui avait été mis sur la table pour relancer la production de la molécule dans l'usine Sekens en Isère.
Et donc la décision de vendre Doliprane à un fonds américain a suscité une certaine incompréhension et des inquiétudes. On comprend assez bien les motivations des deux acteurs privés, CDNR et Sanofi, de conclure la transaction. En revanche, c'est vrai que voir un acteur aussi stratégique passer sous pavillon américain interroge. Quand on discute avec des spécialistes du secteur, ils confirment qu'il y a des risques réels, pas forcément d'une délocalisation à court terme, mais plutôt en matière de maintien des emplois, de niveau d'investissement, et puis aussi peut-être des risques que CDR décide de s'approvisionner ailleurs qu'en France pour réaliser des économies. Le gouvernement a promis une série de pénalités si jamais CDNR venait à rompre ses engagements. Mais je dois avouer que tous les économistes, les syndicalistes et même les spécialistes des investissements internationaux que j'ai interrogés sont assez dubitatifs quant à leur caractère dissuasif. Et cette histoire, en tout cas, pour moi, elle dit quelque chose des débats qui ont lieu à chaque fois qu'on parle de fonds d'investissement entre défense de l'intérêt général d'une part et sauvegarde des intérêts financiers de l'autre. Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc on a, je crois, bien cerné vos motivations et la manière dont vous avez peut-être conduit toutes ces investigations qui, depuis toutes ces années. Je voudrais peut-être vous poser la question de, finalement, quelles sont les méthodes que vous avez pu utiliser ou qui vous ont permis de réaliser dans la durée toutes ces enquêtes, tout ce travail d'enquête. Et puis, peut-être, au cours de celle-ci, je pense que vous l'avez un peu esquissé, vous avez déjà identifié des schémas un peu récurrents dans toutes ces stratégies de reprise qui peuvent être menées par les fonds d'investissement et que vous avez dénoncées. Vous avez identifié des fonds, types de fonds, des cabinets de conseil ou des intermédiaires qui sont présents assez systématiquement dans des opérations de reprise. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Et puis, quelle est enfin votre appréciation sur les dispositifs de contrôle qui sont exercés par les autorités publiques sur ces opérations de reprise? Est-ce que là, vous pourriez nous en dire un peu plus? Et peut-être pourriez-vous préciser les critiques que vous formulez, que vous portez contre les procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire que vous avez pu observer? Voilà. Alors ça fait beaucoup de questions. J'ai essayé d'y répondre l'une après l'autre. Alors sur les méthodes que j'ai utilisées, c'est des méthodes en fait assez classiques dans le journalisme. J'ai essayé à la fois d'entrer le plus possible en contact avec des salariés qui avaient eu affaire à des fonds, donc des salariés d'entreprises qui ont été rachetés, beaucoup de syndicalistes évidemment. J'ai aussi, c'était un peu plus compliqué, cherché à joindre des gens qui travaillaient dans le private equity directement, donc à la fois des salariés qui pour certains étaient certains en poste et puis qui d'autres avaient préféré prendre leur distance pour un certain nombre d'entre eux qui avaient été un peu écœurés par ce qu'ils avaient dû faire. J'ai cherché à joindre évidemment des dirigeants de fonds d'investissement. Il y en a certains qui ont accepté gentiment de me répondre et de me donner un certain nombre d'informations pour savoir un peu à la fois comment est-ce qu'ils travaillaient et puis quel regard ils portaient eux directement sur leur secteur. J'ai interrogé toute une série de chercheurs, dont d'ailleurs certains, je crois, ont été interrogés par cette commission d'enquête, des économistes, des sociologues, des professeurs de management qui avaient travaillé sur le sujet. Donc ça, c'est pour ce qui est des témoignages, on va dire. Et puis, j'ai eu recours à un certain nombre de documents, des documents, les rapports annuels des entreprises, des fonds d'investissement quand on pouvait en disposer. Et puis pas mal de rapports d'expertise qui sont des rapports d'expertise réalisés sur les comptes des entreprises et qui sont toujours des mines d'informations quand on arrive à en disposer, puisque ça permet d'avoir une vision, on va dire, objective des situations. Voilà, ça pour ce qui est des schémas récurrents utilisés par les fonds, en fait c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que c'est des stratégies qui visent à atteindre leur objectif, c'est-à-dire acheter un actif le moins cher possible et puis le revendre le plus cher possible en réalisant une plus-value sur laquelle ils se rémunèrent. Il y a toute une série de stratégies déployées pour atteindre ces objectifs. La première, évidemment, la plus connue, c'est le LBO, le Leverage Buyout, qui, selon moi, pose toute une série de problèmes. Alors, il ne s'agit pas de dire que tous les LBO se terminent en liquidation judiciaire ou en faillite, parce que ce serait très exagéré.
Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que d'après tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, je suis assez persuadé que les LBO, ça fragilise et les entreprises et les salariés. Donc, ça fragilise sur le plan social et économique. Sur le plan social, parce qu'en fait, quand vous êtes sous LBO, quelque part, toute votre entreprise est soumise à une discipline financière qui vise à augmenter la rentabilité le plus vite possible. Et donc, ces injonctions-là se répercutent à toutes les strates de l'entreprise, depuis le directeur, le chef de l'entreprise qui va avoir l'œil rivé sur son endettement, jusqu'au directeur d'usine qui parfois peut voir sa rémunération indexée sur son taux d'EBITDA, sur la rentabilité de son usine. Et puis bien sûr, sans parler des salariés eux-mêmes qui, tous sans exception, me racontent qu'il y a un avant et un après, un avant LBO et un après LBO, et que donc ils ont vu leur dégradation, une véritable dégradation de leurs conditions de travail, notamment. Et parmi donc alors ça c'est sur le plan social, et sur le plan économique, on sait, c'est assez documenté, que les LBO fragilisent des entreprises. Il y a plusieurs articles académiques qui le montrent. Il n'y a pas longtemps, il y a une étude qui a été faite par la Banque de France à la fin de l'année dernière, et qui montrait que en Europe, quand une entreprise est détenue par un fonds sous LBO, en fait, son risque de faire faillite augmente de 44% par rapport à une entreprise qui ne serait pas détenue par un fonds. C'est une enquête qui a été menée auprès de plusieurs centaines d'entreprises sous LBO, notamment des entreprises françaises, allemandes et italiennes. Et donc, c'est assez facile à comprendre. Quand les entreprises sont trop endettées, c'est très compliqué de continuer à investir en partie. Ça, c'est sur les LBO. Et puis, il y a d'autres stratégies assez classiques de croissance externe pour augmenter la valorisation d'une entreprise. On va chercher à la faire grossir. On peut sous-investir, ça arrive malheureusement assez fréquemment. Et puis, dans certains cas, il y a des stratégies plus agressives de prédation financière pure. Notamment, il y en a une qui s'appelle le dividend recap, et qui consiste à réendetter une entreprise qui est déjà sous LBO pour se verser un dividende. Ça, c'est arrivé notamment chez Picard il y a quelques années. Puisque Picard était détenu à l'époque par Lion Capital, un fonds d'investissement britannique, qui avait réendetté l'entreprise à hauteur de 88% pour verser plusieurs centaines de millions d'euros de dividendes. Voilà, bon, ça c'est les schémas, on va dire, les plus récurrents. Et vous m'avez posé une question sur le monde du restructuring, je crois. C'est un petit milieu où on trouve à la fois des fonds de retournement, mais aussi des avocats, des experts du chiffre. Donc, c'est des gens dont le métier va être de racheter des entreprises en difficulté pour essayer de les redresser. Ce qui ne va pas sans poser des problèmes parfois de casse sociale dans certains cas. Vous m'avez posé aussi une question, je crois, sur les procédures de contrôle. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a un problème en France avec la justice commerciale, avec les tribunaux de commerce. Vous avez parlé des procédures de sauvegarde. En fait, c'est pas forcément ça qui pose le plus de problèmes. Ça, en fait, ça marche plutôt pas mal, d'après ce que je sais. Mais quand on regarde le fonctionnement de la justice commerciale, on se rend compte que, pour en avoir discuté avec notamment le cabinet Altares, qui est vraiment l'un des plus grands spécialistes en France des faillites d'entreprise, ils expliquent que quand une entreprise se présente à la barre d'un tribunal de commerce, en fait, elle a 9 chances sur 10 de finir en liquidation, soit tout de suite, soit dans les années qui viennent. Et notamment, il y a des études qui montrent que quand un repreneur reprend une entreprise à la barre d'un tribunal de commerce, il y a 70% des emplois qui sont sauvegardés la première année. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que dans les 5 ans, il y a 50% des entreprises reprises qui finissent de nouveau devant le tribunal de commerce. Alors, ce n'est pas forcément des entreprises qui sont toutes rachetées par des fonds de retournement, mais en tout cas, il y en a certaines qui sont rachetées par des fonds. Ça, c'est lié à plusieurs raisons. Alors, ce n'est pas uniquement la faute à la justice commerciale, c'est aussi le fait que très souvent, les chefs d'entreprise retardent le plus possible l'échéance, hésitent beaucoup à aller devant les tribunaux de commerce, ce qui fait que quand l'entreprise arrive devant le tribunal, elle est souvent déjà très sérieusement affaiblie. Et puis, par ailleurs, je pense qu'il y a des problèmes d'entre-soi, pour pas dire de consanguinité dans la justice commerciale, parce qu'en fait, les juges consulaires, donc qui décident du sort des entreprises, sont pas des juges professionnels, sont des juges élus par leur pairs, par des chefs d'entreprise. Donc en fait, c'est des chefs d'entreprise qui jugent d'autres chefs d'entreprise, ce qui pose un certain nombre de problèmes, notamment en termes de biais psychologiques et idéologiques. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois que vous avez une entreprise en difficulté, qui avait deux plans de reprise possibles,
L'un de ces plans, c'était une reprise en scope par les salariés, et puis l'autre plan, c'est le rachat par un fonds de retournement, par exemple. Et de manière quasi systématique, c'est systématiquement la deuxième option qui est retenue, quand bien même c'est pas toujours ce qui serait le plus satisfaisant pour l'emploi. Donc voilà, donc vous posez la question de savoir comment faire pour y remédier. Moi, je prétends pas avoir toutes les solutions, mais il me semble qu'il y a pas mal de choses à faire, notamment peut-être d'associer davantage les salariés aux procédures, parce qu'aujourd'hui, ils ont vraiment l'impression d'être complètement dépossédés de la décision finale. Et puis, voilà, ça me paraît déjà pas mal. Et puis, il faudrait peut-être aussi demander au fonds de retournement de rendre des comptes, puisque assez souvent, malheureusement, ils sont très très peu solidaires quand d'aventure il y a des faillites et que l'entreprise finit de nouveau en liquidation judiciaire. Très bien, je vous remercie. Je vais céder la parole maintenant à notre rapporteur. Madame la rapporteure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Boganda, pour cette audition. J'ai plusieurs questions. Mais d'abord, je vais rebondir justement sur la justice commerciale et les tribunaux de commerce. Donc, vous pointez le fait qu'il y a quand même souvent des cas où le tribunal de commerce penche plutôt pour une reprise au plus haut franc, on va dire, au détriment de propositions peut-être plus solides, en tout cas sur le long terme pour l'activité et l'emploi. Notamment, vous comparez à une reprise par un fonds d'investissement ou par les salariés eux-mêmes. Est-ce que vous pourriez nous donner des cas précis de ces dernières années? Et deuxième sous-question sur cette justice commerciale, est-ce qu'il y a, selon vous, des tribunaux qui posent plus de problèmes que d'autres? Alors, des tribunaux qui posent plus de problèmes que d'autres, je vous avoue que j'en ai pas forcément en tête. Je suis pas sûr. Je pense que c'est plus un problème systémique en réalité. Je suis pas sûr qu'il y ait des tribunaux qui sont vraiment plus ciblés que d'autres. Et après, sur des exemples concrets, en fait, il y en a vraiment énormément. Alors, j'en ai pas en tête là. Si vous voulez, je pourrais vous en fournir dans les questions qui m'ont été adressées et auxquelles je répondrai dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, je sais que c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Et il me semble, moi, que c'est un problème parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a une forme de complaisance en France vis-à-vis d'un certain nombre de faux de retournement dont on a entendu parler ces derniers mois. Je pense notamment au fonds Mutares et au fonds Greybull. C'est problématique selon moi parce que c'est des fonds en fait dont le mode opératoire c'est toujours un peu le même, c'est-à-dire qu'ils vont soit racheter des entreprises le moins cher possible à la barre des tribunaux de commerce, ou alors ils vont racheter des entreprises à des grands groupes qui ont décidé de s'en débarrasser. Parce que ces grands groupes considéraient que les entreprises n'entraient plus dans leur cœur d'activité. Et en fait, ce qu'on observe assez souvent, c'est que ces grands groupes, quelque part, externalisent les restructurations. Parce que faire une restructuration, c'est-à-dire fermer une usine, licencier des gens, ça coûte cher. Donc il y a un coût financier réel, et puis il y a un coût en termes d'image aussi qui est réel. Et donc c'est parfois compliqué pour des grands groupes qui réalisent de bénéfices de fermer des sites. Et donc, on voit très clairement qu'il y a des fonds comme Mutares, notamment le fonds allemand Mutares, qui s'est illustré dans là-dedans. Voilà, et donc c'est des fonds donc, qui ensuite, une fois qu'ils ont racheté l'entreprise, ça leur arrive assez souvent soit de ne pas apporter l'argent qu'ils avaient promis, soit de facturer parfois des honoraires assez exorbitants. Dans le cas de Mutares, il y a eu des cas récemment. Moi, j'avais enquêté il y a quelques années sur le cas de Grosbill qui avait été racheté à Auchan, je crois, et on s'était rendu compte que Mutares avait facturé des sommes absolument astronomiques. Ça pouvait aller jusqu'aux millions d'euros par an, ce qui vient assez rapidement, ça arrive assez rapidement, puisque quand vous prenez des consultants qui facturent 3 000 euros la journée, forcément les frais augmentent. Et ce qu'on observe, c'est que trop souvent, ces entreprises ensuite font faillite ou se retrouvent en liquidation judiciaire, et qu'on demande quasiment jamais de compte finalement à ces fonds. Donc je pense que ça fait partie des choses auxquelles il faudrait absolument remédier.
Merci, Monsieur le Président. Je retrouve mes notes. Autre question. Est-ce qu'au cours de vos enquêtes, vous avez pu identifier des risques de collusion des responsables, par exemple politiques ou publics, qui ont été trop complaisants ou laxistes avec les fonds d'investissement, ou identifier, par exemple, des hauts responsables ou d'anciens hauts responsables politiques et publics qui maintenant travaillent ou tirent profit de ces fonds d'investissement? Oui, alors, je pense qu'il y a deux choses pour répondre à votre question. Il y a d'une part ce qui relève de stratégie de carrière individuelle, et puis ensuite de logique plus globale. Donc, pour ce qui est des stratégies de carrière individuelle, on connaît, il y a toute une série d'anciens hauts responsables politiques qui ont travaillé ensuite dans des fonds d'investissement. Alors, les noms les plus connus, je crois que vous les connaissez déjà. Il y a évidemment François Fillon qui avait atterri chez Tikehau Capital après son échec à la présidentielle de 2017. Également Nathalie Kosciusko-Morizet, Fleur Pellerin, Florence Parly et Ombeline Gras plus récemment, qui était ancienne conseillère diplomatique. Ombeline Gras était ancienne conseillère diplomatique de l'Élysée et qui ensuite a été chez Tikehau, je crois. Alors c'est assez facile de comprendre pourquoi. En fait, ça repose sur une logique d'intérêt bien comprise, c'est-à-dire que pour les responsables politiques, c'est une façon d'entamer une seconde carrière qui peut être à la fois stimulante sur le plan intellectuellement et aussi très rémunératrice sur le plan financier, puisque les rémunérations offertes par les fonds n'ont rien de commun avec ce que vous pouvez toucher quand vous êtes dans un cabinet ministériel ou même au ministre. On parle de rémunérations en plusieurs centaines de milliers d'euros par an pour d'anciens ministres, sans compter les bonus. Donc ça, c'est pour les responsables politiques. Mais pour les fonds, en fait, ça leur permet quelque part de bénéficier des carnets d'adresses de ces hauts responsables. En règle générale, ce qu'on observe, c'est que les anciens ministres, par exemple, qui se retrouvent à travailler pour les fonds d'investissement, ils ne vont pas faire du démontage financier très complexe ou éplucher des comptes d'entreprise. En fait, leur rôle, c'est vraiment un rôle de représentation. Et puis, ils aident les fonds à ouvrir des marchés à l'international. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe assez régulièrement. Alors pour moi, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est les mêmes problèmes qu'on observe pour tous les pantouflages en réalité. C'est que vous avez des responsables politiques qui décident quelque part de faire fructifier dans le privé un capital social qu'ils ont pu accumuler à l'époque où ils étaient en poste. Ça peut poser un certain nombre de problèmes de conflits d'intérêts. On l'a vu il y a quelques années, notamment avec le cas de Fleur Pellerin, qui avait créé son propre fonds d'investissement après avoir quitté le gouvernement de François Hollande. Et à l'époque, il y avait une enquête de la Haute Autorité à la transparence de la vie publique parce qu'elle a créé son fonds et puis très rapidement, elle a levé, je crois, 200 millions d'euros auprès d'un groupe coréen, une espèce de Google local. Il s'est avéré dans l'enquête de la HATVP que Fleur Pellerin avait noué des relations en tant que ministre avec ce groupe à l'époque où elle était au gouvernement. Finalement, la Haute Autorité a fini par donner son feu vert en assortissant ça d'une série de conditions. Notamment, elle ne devait pas faire état de ses anciennes fonctions de ministre. Voilà. Mais ça pose quand même, à mon avis, un certain nombre de problèmes de potentiels conflits d'intérêts, en tout cas. Donc ça, c'est pour les stratégies individuelles. Et pour les stratégies, pour les logiques plus globales, je pense que c'est assez sûr que depuis 2017, les fonds d'investissement, l'industrie du private equity a bénéficié d'une oreille extrêmement attentive. Je sais, pour en avoir discuté avec des gens de France Invest, que Emmanuel Macron voit d'un assez bon œil le développement du private equity en France, ce qui n'est pas très difficile à comprendre. Je sais que Emmanuel Macron a rencontré France Invest à plusieurs reprises. Enfin, en tout cas, c'est ce que m'ont dit des gens de France Invest à l'époque déjà où il était banquier d'affaires chez Rothschild, et puis ensuite quand il a été au ministre de l'économie, pardon. Voilà, et donc il y a des relations. Alors, je parle pas de relations personnelles, mais en tout cas je pense des relations entre, en tout cas une certaine bienveillance. De la part des gouvernements vis-à-vis de France Invest, et ça s'est traduit, je le disais tout à l'heure, par un certain nombre de dispositifs législatifs qui visent à améliorer, on va dire, à faciliter la vie aux fonds d'investissement.
Une autre question J'en ai encore une. Merci. Merci à vous, Monsieur le Président. J'ai une question, une dernière question peut-être sur les entreprises actuelles, principales, dont vous pensez qu'elles sont en situation de très gros risque du fait de leur prédation par des fonds d'investissement. On a compris, ça peut nous aiguiller aussi sur les investigations que nous avons à mener. Je parle d'entreprises françaises, évidemment. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a eu quand même deux cas, les cas dont je parlais tout à l'heure de Biogarant et puis de Sanofi. Je pense que c'est des cas qu'il faut suivre avec beaucoup d'intérêt, évidemment, puisque c'est des acteurs stratégiques. Je n'ai pas besoin de vous expliquer aujourd'hui, le Doliprane, par exemple, c'est le premier médicament vendu en France, c'est 300 millions de boîtes de médicaments. Biogarant, évidemment, c'est 30% du marché des génériques en France. Il y a des enjeux à la fois en termes d'empreinte industrielle et puis de souveraineté sanitaire. D'empreinte industrielle, puisque quand on regarde le cas de Biogarant, vous avez une quarantaine d'industriels, de sous-traitants qui travaillent pour Biogarant. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Tous les gens à qui j'en ai discuté, c'est-à-dire à la fois des économistes de la santé, comme Frédéric Bizard ou Nathalie Coutinet, des syndicalistes, et puis même des gens qui travaillent vraiment avec les investisseurs internationaux, ils m'ont tous dit que, à leur sens, les garanties qui avaient été offertes par le gouvernement leur paraissaient assez légères, notamment pour le maintien de l'emploi, notamment. Quand on regarde, j'ai regardé un peu en détail les garanties qui ont été proposées pour le Doliprane. On parle d'une pénalité de 100 000 € par emploi supprimé. C'est-à-dire que si jamais Cydianer décide de supprimer des emplois, il devrait payer 100 000 € par emploi. Mais en fait, quand on regarde attentivement, on se rend compte que c'est par emploi supprimé par licenciement économique contraint. Donc c'est une définition en fait très restrictive des suppressions d'emplois. Ce que je comprends de ça, c'est que si jamais Cydianer décide de ne pas remplacer des départs à la retraite ou de faire des ruptures conventionnelles collectives, par exemple, à mon sens, ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. Pour ce qui est de Biogarant, c'est un peu plus flou. Alors ça a l'air plus contraignant, mais c'est d'autant plus flou qu'on ne sait pas exactement ce qui a été négocié avec le gouvernement. J'ai cru comprendre qu'il était question que BC Partners s'engage à maintenir l'emploi sous peine d'amende assez élevée. Alors on parle de 10%, je crois, du chiffre d'affaires, ce qui représente, si mes calculs sont bons, à peu près 100 millions d'euros si on raisonne en termes de chiffre d'affaires annuel. Ça paraît pas pour un deal à 1 milliard d'euros, puisque c'est les chiffres qui ont été annoncés, c'est pas si énorme que ça. Enfin, ça se provisionne en gros 100 millions d'euros. Ce qui ne veut pas dire évidemment que ces fonds-là vont s'empresser de détruire des emplois, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tout cas, on peut s'étonner du fait que les garanties qui sont imposées me paraissent assez faibles, tout comme on peut s'interroger sur la montée au capital de la BPI. Parce qu'il y a quand même une série d'affaires récentes qui nous montrent que malheureusement, c'est pas parce que la BPI entre au capital d'entreprise à hauteur de 2%, ou de 1 ou 2%, comme c'est le cas pour le Doliprane, ou même de 15% pour ce qui est de Biogarant, qu'on est à l'abri de suppression d'emplois. On a vu des cas récents chez Valourec, par exemple, ou chez Veralia, où la BPI était actionnaire d'entreprise et ça n'a pas empêché les fonds d'investissement de supprimer des emplois. Donc je pense quand même, sans dire encore une fois et sans noircir le tableau, qu'il y a des raisons d'être raisonnablement inquiet, on va dire, ce qui ne veut pas dire que le pire va se produire. Et en tout cas, ça pose un problème de souveraineté sanitaire évident, parce que quand vous confiez ce type de pépites qui joue un rôle stratégique très important en France, vous n'êtes plus maître tout simplement de ces outils-là. Et ça me paraît entrer en contradiction avec tous les discours qui sont martelés depuis la crise sanitaire d'une indispensable relocalisation des médicaments en France. Et ensuite, juste votre deuxième question sur les entreprises aujourd'hui qui seraient à risque. Alors pour ce qui concerne les LBO, il y a une entreprise, alors pour le coup c'est pas un fonds d'investissement qui la détient, mais c'est Altis, l'entreprise de Patrick Drahi, qui avait racheté SFR il y a quelques années au moyen d'un énorme LBO. Et on est en train aujourd'hui d'assister à une grosse restructuration financière dans l'entreprise. Et il y a, à mon avis, des risques pour l'emploi qui sont très conséquents. Et puis dans les autres entreprises, il y a un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui sont très endettées et qui sont d'ailleurs regardées avec beaucoup d'intérêt par les fonds d'investissement étrangers. L'une de ces entreprises, c'est Colisée,
qui est un groupe de maisons de retraite qui a été racheté par LBO, par un fonds d'investissement et qui est en train, je crois, de faire face à une restructuration financière. Donc ça fait partie de ces entreprises qu'il faudra surveiller avec beaucoup d'intérêt, je pense. Merci beaucoup. Pas d'autres questions, Madame la rapporteure. Je voudrais quand même revenir sur peut-être à ma question sur l'identification des fonds des cabinets de conseil ou des intermédiaires qui sont présents systématiquement dans les opérations de reprise. Est-ce que ce caractère systématique, est-ce que ça vous saute aux yeux ou est-ce que c'est... Voilà, est-ce que vous avez pu le relever? Je voulais un petit peu revenir là-dessus. Oui, tout à fait. Je pense que vous avez raison de parler de caractère systématique, parce qu'en réalité, le monde du restructuring, donc les gens qui sont vraiment spécialisés dans le redressement des entreprises, c'est assez peu de personnes en France. Et surtout, ce qu'on observe, c'est que dans tous les gros dossiers, c'est-à-dire quand il y a vraiment des grosses entreprises qui font faillite, par exemple, ou qui se retrouvent en difficulté, on retrouve toujours les mêmes noms, c'est-à-dire il y a toujours 2 ou 3 administrateurs judiciaires qui sont extrêmement connus sur la place de Paris qui interviennent. Et de la même façon, vous retrouvez toujours un peu les mêmes cabinets d'avocats d'affaires, vous retrouvez toujours les mêmes cabinets d'audit, notamment des cabinets d'audit français qui sont extrêmement réputés sur la place. Donc c'est vrai que c'est un tout petit milieu, alors ce qui en soi pose pas forcément de problème, parce que c'est pas parce que c'est un petit milieu que ces gens-là travaillent mal. Je pense que c'est des gens qui globalement sont extrêmement compétents. Mais il me semble en tout cas que le problème, moi c'est un problème que j'avais identifié dans mon premier livre, c'est que d'une certaine façon, c'est des gens qui n'ont pas forcément intérêt à ce que les emplois soient pérennisés sur le long terme. C'est des gens qui interviennent vraiment de manière assez rapide. Quand vous pensez des administrateurs judiciaires, ils vont passer 6 mois à la tête d'une entreprise pour essayer de la redresser. C'est évidemment pareil avec les cabinets d'avocats ou les experts aux comptes et les fonds de retournement, bien sûr. Donc je pense que c'est des gens qui peuvent travailler de façon totalement honnête, évidemment, et de façon extrêmement professionnelle, mais qui n'ont pas forcément d'intérêt à ce que l'entreprise, dans 5 ou 6 ans, soit toujours pérenne. Et donc, ce qu'on observe, c'est un peu les chiffres que je donnais tout à l'heure, c'est que malheureusement, vous pouvez restructurer une entreprise et la sauver, entre guillemets, à très brève échéance. En général, ça arrange tout le monde, y compris les pouvoirs publics, parce que ça permet d'éviter d'avoir de la casse sociale. Mais ce n'est pas pour ça que l'entreprise ne va pas se retrouver de nouveau en difficulté 4, 5 ou 6 ans plus tard. Et donc, pour moi, c'est un des principaux problèmes de ce milieu. Oui, Madame la rapporteure. Oui, je t'en prie. Non, j'ai une question d'abord sur CDR, le Doliprane. Donc, Opella repris par CDR. C'est ça, c'est CDR, le fonds. Est-ce que vous avez, ce que vous en avez parlé en introduction, je crois, est-ce que vous avez des échos plus précis sur les risques actuels, potentiels en tout cas, de délocalisation de la production, ou d'autres risques de suppression d'emplois, puisque vous dites vous-même que les sanctions, alors je ne sais pas si vous avez si vous avez pu voir les conditions exactes et comment vous avez pu les voir, pareil sur Biogarant, puisque moi-même, j'ai annoncé que je voulais faire un contrôle. Déjà nous préciser comment vous avez eu les modalités précises des conditions, et est-ce que vous avez donc des éléments concrets qui amènent à penser qu'il y a des forts risques pour ce qui concerne le Doliprane, puisque Biogarant, ça vient de se faire, soit de baisse d'emploi ou de délocalisation. Pour ce qui est des modalités précises, je vous avoue que j'ai juste regardé ce qui avait été sorti publiquement. Enfin, j'ai essayé de me rapprocher du ministère de l'économie, mais j'ai pas eu de réponse. Il y avait un communiqué qui avait été rendu public sur les conditions dont je vous parlais, là, sur les 100 000 euros par emploi, etc. Et ensuite sur les risques, alors pour en avoir discuté avec un certain nombre d'acteurs, notamment des syndicalistes ou des économistes, en gros, ce qu'ils nous disent, c'est qu'à moyen terme,
pour eux, il n'y a pas de risque de délocalisation massive. Ils ont du mal à croire que CDNR décide dans les années qui viennent de délocaliser toute la production ailleurs. D'autant qu'ils n'auraient pas forcément intérêt à le faire dans l'immédiat, dans la mesure où les sites français, c'est des sites qui sont extrêmement rentables, qui fonctionnent très bien. En revanche, ce qu'ils me disaient, c'est qu'il y avait potentiellement des risques pour l'emploi et l'investissement. C'est-à-dire que leur crainte, c'est que quand on regarde un peu les pratiques de CDNR, on voit que c'est un fonds qui n'hésite pas, quand il le faut, à faire de grosses suppressions d'emplois. Il a été dans le collimateur des médias en Angleterre, puisqu'il avait racheté une grosse chaîne de supermarchés qui s'appelle Morrison's il y a quelques années. Ça avait mis d'ailleurs une partie du pays en émoi, parce qu'on se demandait si ce groupe historique n'allait pas perdre son âme en étant racheté par un fonds d'investissement. Et quelques années plus tard, il y a des annonces de suppression de postes assez importantes, je crois 300 suppressions d'emplois qui ont été faites. Et pour le cas du Doliprane, moi, ce que les échos que j'ai, enfin encore une fois, c'est que des hypothèses, c'est que la crainte, en tout cas, c'est peut-être que CDNR nuise un peu à l'emploi ou touche un peu à l'emploi s'il le souhaite, aussi qu'ils sous-investissent dans les sites. Ce qui pourrait poser un problème pour le coup d'après. Ce que m'expliquait notamment Frédéric Bizard, il me disait, en gros, peut-être que dans quelques années, quand CDNR revendra l'entreprise, parce qu'il ne manquera pas de le faire, son but évidemment c'est de revendre plus cher, s'il a sous-investi dans les sites et que le fonds d'investissement d'après, enfin l'acteur en tout cas, qui rachète Doliprane à ce moment-là, veut de nouveau faire une culbute, peut-être que là il aura du mal à le faire facilement, dans la mesure où les sites auront été un peu délaissés, et donc c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir potentiellement des risques de délocalisation. Et en tout cas pour ce qui concerne l'approvisionnement, moi tous les experts que j'ai eus me disent que les pénalités qui sont annoncées, que ce soit pour le Doliprane ou pour le Biogarant, leur apparaissent quand même assez faibles, et donc ces experts-là me disent sans exception qu'il faut s'inquiéter, que rien ne garantit que l'approvisionnement restera français dans les années qui viennent. Bien, écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cette audition. Je pense qu'on a pu... on a bien pris la mesure de votre investissement personnel et des questionnements que vous avez pu formuler. Alors, évidemment, vous pourrez compléter nos échanges donc par écrit. D'ailleurs, on vous invite à nous renvoyer vos réponses par écrit, donc au questionnaire qui a servi à préparer cette audition et qui vous avait été adressé il y a quelques jours. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va conclure, mes chers collègues. Donc ces travaux sont terminés pour cette matinée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la poursuite de nos auditions. Et je suspends la séance.